Ok, eh bien finissons avec notre cinquième et dernier joueur du jour. On peut aller sur Kawhi Leonard pour finir cette émission. Donc Kawhi Leonard, petit topo, 34 minutes par match cette saison, 68 matchs cette saison aussi, un énorme total pour ses standards récents, on va dire. 108 de true shooting plus, donc plus 8% d'efficacité relative à la moyenne, c'est énorme, sur un volume de quasiment 27% d'usage de basketball référence. Et pour te lancer, c'est vrai que on a la déception des playoffs comme d'habitude, enfin des blessures, de la blessure en playoffs comme d'habitude, mais on est quand même sur un joueur qui, en termes de quantité sur le terrain, on est encore au pic de sa forme en fait. Ouais, complètement. 68 matchs joués, hein, tu viens de le dire, mais mine de rien, c'est son plus haut total depuis 2017 chez les Spurs. Ouais. Alors peut-être que la règle fixée par la NBA pour faire la chasse au load management, c'est pas étranger à ça, hein, ce total. Mais voilà, au moins c'est une saison quasi complète, hein, pour Kawhi. Et puis moi, ce que j'aimais pas là, c'était le titre avec les Raptors. On a l'impression que ça avait érigé le load management comme un modèle. Sauf qu'on a bien vu après dans sa période Clippers qu'il faut quand même jouer un minimum avec le reste de l'équipe pour arriver au point en playoff. Donc là, au moins cette saison régulière, il a fait des matchs. Malheureusement, bon, il a encore été blessé en playoff. Donc pas de bol. C'est un peu l'histoire de ces Clippers, hein, mais voilà. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était un exercice très complet. Au niveau du shoot-making, un shoot-making, mais alors vraiment d'élite. On n'est pas Ouais. loin du 50-40-90. Je crois qu'il manque que quelques virgules, hein, mais on n'est vraiment pas loin de ça. À 3 points, encore une fois excellent, avec plus de 40%. On est à 41,7%. En pull-up, 45,4% de réussite sur 8 tirs par match, c'est énorme. Et même en catch and shoot, on est à 42,7. Donc quand je dis du shoot making d'élite, c'est que dans toutes ces catégories, c'est largement au-dessus de sa moyenne. Et puis on a le Kawhi, on a retrouvé un peu le Kawhi aussi qui n'a pas besoin qui a besoin de personne, hein, pour scorer, même si James Harden était dans l'équipe. 50% de ses points sont non assistés, donc voilà, il est capable de se créer son propre tir. Encore une fois, avec son footwork, sa technique, sa puissance, hein, de buste, où parfois il arrive à créer un décalage comme ceci, hein. Donc on a retrouvé le Kawhi vraiment très très fort en attaque. Mais juste pour dire aussi, pour aller dans ton sens, je sais pas si tu l'avais cette stat aussi, mais il est premier de NBA en termes d'efficacité sur isolation. C'est le joueur le plus productif sur isolation. Sur Donc isolation. voilà, ça allait dans ton sens aussi sur le côté capable de se créer son tir, oui, on peut le dire. C'est ça. Bah, tu vois, là, j'allais dire 3,7 isolations par match, 1,20 points C'est par ça, ouais. possession sur ISO, c'est ça, hein. Ouais, c'est Donc, ça. meilleur rendement. Ouais, non, mais c'est pour ça. Quand je dis que c'est du shooting d'élite et qu'il peut créer son propre tir, l'isolation illustre parfaitement ça. Même sur drive, tu vois, il est à 11,3 drives par match. C'est le plus haut total chez les Clippers. Et il termine par un shoot dans 67% de ses drives, avec une réussite à 57,8%, hein, que ce soit près du cercle ou pour des shoots un petit peu dans le périmètre. Voilà, Ouais. là encore une fois sur drive, c'est percutant et c'est efficace. Tu parlais de drive, septième meilleure efficacité de toute la NBA sur les gros drivers, à plus de 10 par match, donc septième meilleur de NBA. Effectivement, c'est pas mal non plus. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais tous ces chiffres, vraiment, côté offensif, sont assez énormes. Le seul petit point négatif, peut-être, c'est qu'il y a moins de lancers que par le passé. Oui. Là, cette année, c'est tombé à 4,2 lancés par match, c'est pas énorme. Là où il était à 7,2 chez les Spurs, tu vois, on a perdu 3 lancés par match Mhm. quand même chez les Spurs. Peut-être que c'est là aussi son passif avec les blessures qui fait que voilà, il ose peut-être moins aller vers le cercle ou présenter son corps à la science, hein, donc où il pouvait être coupé en plein drive. Donc voilà, ça il le fait un petit peu moins, c'est dommage. Euh, Cela dit, ça va être intéressant qu'il présente son corps à la science, à la fois pour les blessures, mais à la fois pour le côté robot aussi, parce que c'est pour le côté robot. Ouais, non, mais c'est c'est quand même un c'est robot sûr, à la base, hein. c'est sûr. Au niveau donc là c'était plutôt sur le côté shoot making. Toujours en attaque, donc il a encore des responsabilités à la création, même si l'arrivée d'Arden, je pense, a dilué un petit peu ça. Ouais. On est tombé à 17% d'assist percentage, alors qu'avant l'arrivée d'Arden, vraiment, à ses premières années Clippers, on était à 26%. Donc voilà, je pense que c'est vraiment dû à l'arrivée d'Arden parce qu'on a toujours quand même aussi un passing de qualité et son taux d'usage est passé de 33 à 26%. Donc pour moi, c'est vraiment l'arrivée d'Arden qui a changé un petit peu ça, mais ça reste aussi voilà, un très bon passeur capable de créer pour les autres. Non, c'est un profil vraiment très très complet pour moi, pour une fois sur une saison quasi complète. Donc c'est du Oui. très lourd, l'ami Kawhi.
Non, non, mais effectivement, tu fais très bien de le préciser, puisque c'est exactement ça. L'assist percentage, en fait, c'est pas une stat sur la qualité ou le nombre de passes, c'est juste la part du gâteau. Quand tu es sur le terrain, à quel point est-ce qu'une assist vient de toi quand elle survient sur le terrain? Bah, forcément, quand tu rajoutes James Harden à côté, bah, ta part du gâteau, elle rétrécit. Mais c'est intéressant parce que ça ne dit rien de la qualité de son passing, qui est, à mon sens, depuis son arrivée aux Clippers, c'est quand même à passer un palier assez nettement. Et en effet, en termes de volume, bah, il est moins grand parce que tu rajoutes James Harden qui est un vrai porteur de balle dominant en termes de volume en tout cas. Bah ouais, lui il a moins de ballons, mais tu vois, j'ai trouvé on retrouvait un peu les mêmes, bah, les bonnes lectures sur pick and roll, les drive and kick et de bonne qualité aussi, qu'on n'avait pas forcément à Toronto, qu'on n'avait pas aux Spurs et que là sont aux Clippers. Donc ce passing se maintient. Mais je te rejoins à 100% et tu as bien fait de commencer par ça. Je pense que le mot maître de Kawhi Leonard, c'est le shot making en fait. Et vraiment cet aspect de shooting pur, qui d'ailleurs, tu as cité plein de chiffres en termes de réussite à 3 points, etc. Mais c'est marrant de se rappeler que à l'époque de la draft, quand il fait drafter, c'est l'obstacle numéro un. Et le plus gros doute, c'est est-ce qu'il aura un bon jump shot, quoi. Et heureusement, le fameux Chip England, le gourou du shoot, est passé par là à San Antonio. Sachez que maintenant il est à OKC. Si vous êtes fan du Thunder, bah, soyez contents. D'ailleurs, on a déjà vu un peu les premiers résultats à OKC. Mais non, non, on a un aspect de shot making pur, de shooting pur, qui est devenu extraordinaire quoi, avec lui. Et c'est vraiment cet aspect de. En plus, comme on dit, hein, comme on répète, enfin, moi je le répète sur le basket là, mais avec l'âge, vu que le shoot c'est une question de mémoire gestuelle, bah, avec l'âge avançant, en général, les gens deviennent de mieux en mieux, de plus en plus des bons shooters en fait. Donc on a cet aspect-là, je pense, chez lui où bah, c'était pas forcément un shooter de base, mais il a tellement amélioré cet aspect-là qu'aujourd'hui, à son âge, il a quoi, 33, 34, un truc comme ça. Ce shot making, il a atteint un niveau impressionnant. Et d'ailleurs, tu l'as dit aussi, mais c'est ce qui permet paradoxalement de le maintenir à une haute efficacité parce que on voit peut-être des premiers signes de déclin. Tu vois, en termes de lancers francs, tu parlais du chiffre brut, du nombre de lancers francs. Si on prend le taux de lancers francs cette fois-ci, le taux relatif à la moyenne notamment, ben en fait, il est pile au niveau moyen de NBA en termes de taux de lancers francs provoqués. Et c'est la première fois depuis 10 ans en fait qu'il est à ce niveau-là, qu'il est aussi bas, je veux dire, relatif à la moyenne. Alors que bah, depuis 2014, hein, depuis à l'époque où il était justement un simple role-player défensif, donc bah, en tant que role-player défensif, il avait très peu de chances d'attaquer le contact et d'aller chercher des lancers francs. Et donc voilà, ça fait quand même 10 ans qu'on n'avait pas eu un chiffre de lancer franc aussi bas. Je pense que c'est peut-être un début de déclin ou comme tu dis, peut-être un côté blessure, mais je pense un peu des deux. Bah, il a moins de jus, et en plus, il est devenu tellement bon jump shooter que bah, il préfère prendre ses tirs. Mais ce que je veux dire, pourquoi ce que je développe par là, c'est que en fait, ce déclin, ce début de déclin qui pourrait s'amorcer, en fait, on le voit même pas. Parce que le jump shot est fabuleux, parce que en plus ses résultats sur isolation, on l'a dit, mais c'est le premier de NBA en termes d'efficacité. Le passing, toujours aussi bon, le pourcentage de panier assisté, d'ailleurs tu l'as évoqué aussi, mais il est un peu plus haut que d'habitude parce que bah, James Harden est arrivé, donc ça fait aussi des tirs un peu plus faciles en plus. Enfin bref, on a vraiment, hein, si c'est malheureux à dire, mais si on met de côté un peu les blessures, je pense qu'on n'est pas loin d'une des meilleures versions de Kawhi en carrière, quoi. En tout cas, en termes offensifs, peut-être pas défensifs, mais en termes offensifs, on a un mec qui a développé le passing, qui est encore assez bon, qui n'a pas encore décliné, donc pas totalement, qui est encore largement assez bon, et qui en plus est au paroxysme de son shot making, de son shooting pur. Donc, bah, que dire de plus à part, bah, punaise, ça embête quoi, qu'il soit pas là en playoff, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis son arrivée aux Clippers, c'est un peu l'histoire de Kawhi, hein. C'est vraiment les blessures sont son principal frein parce qu'autrement, quand il est à 100% physiquement, ça reste un monstre, hein. Ça reste un monstre. Le déclin, alors, moi je le vois surtout en défense. Je sais pas si tu veux Oui, vas-y, vas-y. on passe à la défense. Moi j'ai l'impression que parfois il choisit un peu ses matchs, Ouais. un peu à la manière d'un LeBron, tu vois, quand il commençait à décliner, voilà, il avait pas forcément le même jeu en défense, ou du moins il choisissait ses matchs. Moi j'ai parfois l'impression que Kawhi est un peu éteint parfois en première mi-temps, et puis tout d'un coup il va se réveiller, il va avoir un passage où il va se mettre à intercepter, à faire des stops, à mettre des shoots. Enfin, c'est moins linéaire, je dirais, que par le passé. Ça reste un joueur, un excellent défenseur, là il n'y a pas de souci, mais c'est moins linéaire qu'auparavant où on se souvient, hein, sa période Spurs ou Raptors, il pouvait vraiment ralentir des LeBron, des Giannis, tout type de profil. Là, on a un petit peu plus de mal. Notamment les déplacements latéraux qui sont peut-être un petit peu plus durs. Là, encore Ouais. une fois, je pense que c'est vraiment dû à son passif de blessure, hein. Mais là où auparavant c'était un top 5 du Deepoy chaque saison, c'était même sa carte de visite, hein. Là, désormais, c'est un très bon joueur, mais qui est peut-être plus vraiment dans l'élite.
pour moi, je pense, hein. Disons qu'il y a un côté aussi, non seulement il est un peu moins bon, mais en plus un peu moins impliqué. Mais bon, ça peut se comprendre aussi, parce qu'on peut pas attendre le même niveau d'intensité et de domination défensive qu'il y a 10 ans, où justement c'était un role-player défensif. Il est pas plus que ça, quoi. Donc non seulement il y a l'âge, mais en plus il y a une prise de responsabilité offensive qui fait que bah, tu peux plus autant te donner en défense, sans doute. Mais je te rejoins tout de même sur cet aspect. Et moi, c'est ce que j'aime bien avec lui, c'est que bon, il vieillit. Je pense que l'activité off-ball, vraiment la défense off-ball de le prédateur qu'on pouvait avoir à une époque, tu sais, qui, même quand il était dans le corner, il pouvait aider au panier. Oui, Enfin, oui, oui, quoique ouais. aider au panier, il a jamais été génial, mais quand même, il pouvait le faire. Mais surtout, sur l'aspect horizontal du jeu, où avec ses bras énormes et ses mains énormes, en fait, il pouvait plonger sa main et prendre le ballon de n'importe où, depuis l'aile, depuis le corner, et puis s'interposer. Il n'y a plus autant ça. Il n'y a plus cette activité off-ball. Euh, On-ball non plus, comme tu dis, moins de mobilité, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est que il a aussi pris de la puissance. Et puis il a toujours ses longs bras, il a toujours ses mains, il a toujours ses instincts, etc. Et je pense qu'il est en train de vieillir, et il va potentiellement bien vieillir en tant que plutôt un poste 4 très solide, tu vois, qui peut, je pense, hein, qui pourra pas le faire sur 82 matchs et sur 35 minutes par match, mais qui peut encore défendre quand il faudra défendre un Kevin Durant, qui défendre un mec comme ça de bonne manière, même s'il pourra pas le faire tout le temps. Mais en plus, donc, cet aspect que j'aime bien, qui est que il y a de la solidité, il y a du rebond, il est capable de punir, de tenir un peu des postes 4, postes 5 un peu plus, notamment sur post-up parfois. Enfin, je trouve qu'il peut, il a perdu une activité off-ball, il a perdu un peu de mobilité extérieure, mais ce qu'il a perdu là, peut-être qu'il le gagne aussi en termes de polyvalence vers tu vois, sur le spectre des positions. Il Ouais, monte un peu plus à l'intérieur, quoi, si tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais, mais quand je disais que c'est un petit peu comme LeBron, tu vois, c'était ça dans l'idée, c'est-à-dire que Ouais, LeBron défendait plutôt des postes 3 et puis au fur et à mesure qu'il vieillissait plutôt sur du poste 4, hein, parce qu'il était plus puissant. Je pense que Kawhi effectivement peut aller là-dessus. Il n'y a plus le même jus là au niveau des shoots contestés. J'avais noté aussi cette saison, c'est 5,4 shoots contestés par match, là où il était encore à 7,2 en 2020. Donc il y ouais. a peut-être un peu moins, tu vois, d'activité comme ça, mais par contre, il peut défendre des profils plus différents et surtout des mecs plus grands, mais comme il a quand même le gabarit et la force pour défendre, je pense qu'effectivement, son spectre de profil pour aller beaucoup plus loin. Bon, après, là, je tiens quand même à le dire et à le noter, à l'expliciter, on nuance par rapport à ses toutes meilleures années, on est d'accord. Oui, Ça oui, reste bien encore sûr. très Non, très très bien bon, quoi. sûr, bien sûr. Non, mais quand on parlait de déclin, tu vois, est-ce qu'il y a un déclin d'entamé? Sur certains aspects, peut-être, peut-être. Ouais. L'efficacité cache beaucoup de choses, hein, mais moi, c'est dans la motivation et surtout, je l'ai vu faire des matchs vraiment en dents de scie, chose que j'étais pas habitué chez lui, qui était soit il jouait pas, hein, le fameux load management, mais à partir du moment où il était sur le terrain, notamment à sa période Raptors, c'était du 100%, hein, du coup de sifflet du début jusqu'au buzzer final, c'était du 100%. Là, c'est un petit peu plus en dents de scie. Ouais. Non, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que il peut plus le faire comme avant sur 100 possessions sur 100 sur un match. Il peut le faire que sur parfois 70, 60, 50 sur un match. Donc en termes de fréquence de nombre de possessions où il peut briller, voilà, c'est un peu plus bas qu'avant, mais ça reste encore très bon. Évidemment, je tiens quand même à le préciser. On nuance par rapport à son niveau qui était Bien historique, sûr. hein, clairement. Et même, tu vois, en termes de fréquence, il peut plus le faire autant qu'avant, mais en termes de qualité, tu retrouves toujours ses mains incroyables, ses instincts incroyables où il surgit depuis derrière l'action et puis il fait l'interception, ce genre de trucs. Donc en termes de... tu prends une compilation de ces highlights en 2024, tu trouveras toujours les mêmes actions assez incroyables comme, comme il y a 10 ans, quand même, ou il y a 5 ans. Donc, euh, donc voilà, c'est un profil qui, en même temps, comme on a dit aussi, plus tu vas dans l'âge, plus tu as des blessures, plus tu es vu, et puis plus tu as aussi de responsabilités offensives, plus tu peux pas autant te donner comme avant en défense, mais bon, ça paraît assez logique. Niveau classement, alors, je te pose pas de questions, c'est le numéro un pour l'instant, alors? Bah oui, parce que tu vois, par rapport à Sabonis, justement, qui est deuxième, là, tu as moins de compromis à faire avec Kawhi. Ouais. Forcément, c'est un joueur qui est moins polarisant, hein, à condition qu'il soit sur le terrain, parce que lui, Sabonis, ça fait ses 82 matchs. Mais alors, j'ai l'impression que pour toi, le Kawhi offensif et le Domantas Sabonis offensif sont peut-être plus proches dans ton esprit que pour moi, alors. C'est pas le même rôle. Je sais pas, je mettrais quand même Kawhi, même au niveau offensivement, devant Sabonis. Ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. En termes d'efficacité, il y a une plus grande polyvalence de ses tirs. Il peut les prendre de plusieurs endroits quand même. Il y a le 3 points. Ça génère un peu de spacing. Non, franchement, même Kawhi offensivement est quand même devant pour moi. Ouais.
Et puis on l'a même pas dit, mais c'est aussi, bon, au-delà de l'aspect classique, c'est le meilleur joueur, etc. Mais c'est aussi la clé de voûte, je trouve, des schémas de Tyronn Lue offensivement, où c'est des schémas très simples, parfois simplistes, certains peuvent dire, mais on cherche le match-up, on cherche le mismatch, on crée le mismatch avec un switch, et on va le punir. Et bon, Paul George et James Harden peuvent encore le faire, évidemment, mais Kawhi Leonard, c'est lui qui le fait le mieux au monde, quoi. Grosso modo, j'exagère un peu, mais en tout cas, c'était un peu la clé de voûte de cette attaque, notamment aussi. Donc en termes d'importance également, je trouve. Mais voilà pour Kawhi Leonard qui s'installe donc numéro 1 de ce classement pour l'instant, de ce top 100, qui pour l'instant n'est qu'un top 5, hein, vous l'aurez compris. Et donc pour finir, un petit quiz, si tu veux bien, petit trivia, nous sommes le 30 novembre 2023. C'est peut-être le quiz le plus difficile du jour, hein. Il y en a toujours un qui est un peu plus difficile. C'est un poster dunk sur Javal Magui. Qui est sur le terrain? Sylvain, peux-tu me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk de Kawhi Leonard sur Javal Magui? Javal Magui, on est d'accord, il est aux Kings cette année. Donc c'est les Kings. Alors voilà, c'était déjà le premier quiz. C'était trouver où était Javal Magui. Il est aux Kings. Donc un poster sur Javal. On a Domantas, du coup, peut-être? Non, il n'est pas sur le terrain. Non. Fox? Non plus. Non, je t'ai dit que c'était le quiz dur, hein. Ah ouais, donc c'est vrai que si c'est Javal Magui, c'est peut-être pas mal de remplaçants. Malik Monk. Exactement, Malik Monk est là, lui, pour le coup. Malik Monk, Huerter. Huerter n'est pas sur le terrain. Non. Harrison Barnes. Non plus. On a vraiment le banc, hein. On a vraiment le banc en entier. Le banc. Keon Ellis, alors, peut-être? Il n'y a pas Keon Ellis. Il y a celui qui avait la place de Keon Ellis avant. Davion Mitchell. Exactement, David Mitchell. Le 30 novembre, c'était encore David Mitchell qui avait cette place-là. Keegan Murray. Keegan Murray, non, mais il y a un shooter sur le terrain, en effet. Un bon shooter qui, d'ailleurs, je crois, est reparti depuis. Ah, oui, Vezenkov. Exactement, Vezenkov. Tout à fait. Sacha Vezenkov. Et Trey Lyles. Exactement, Trey Lyles, tout à fait. C'est Trey Lyles qui est sur le terrain. Voilà le côté Sacramento. Et alors, côté Clippers, peut-être un peu plus facile, quoique. Alors, Kawhi, on n'a pas Harden, non? Tu m'as dit c'était en... James Harden est sur le terrain, si. Ah ouais, ok, il était arrivé. Paul George. Paul George n'est pas sur le terrain, ce n'est pas lui. Continuez, Zubac dans le 5 majeur. Ce n'est pas Zubac, c'est pas lui. C'est qui alors? Qui est-ce qu'on pourrait voir? On a Amir... Attends, parce que là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a Batum encore? C'est ça, trade? Il est pas sur le terrain. Si Harden, non. Si Harden, il est déjà au Sixers, en effet. Amir Kofi? Non. Le pivot dessus, ils avaient une rotation à 3. 3 pivots des Clippers. Plumlee? C'était pas Plumlee, justement, c'est le troisième qui est parti aux Pelicans d'ailleurs depuis. Daniel Theis? Exactement, Daniel Theis, tout à fait. Et puis il te manque 2. Alors il y en a un. Il a joué avec Kawhi d'ailleurs, aux Raptors à l'époque. Mais il est passé par Portland entre temps. Ah, Norman Powell. Exactement, Norman Powell, tout à fait. Oui. Et puis nous sommes le 30 novembre, donc quelqu'un est encore là. Quelqu'un qui... Enfin, d'ailleurs, non, je dis n'importe quoi, il a fait toute l'année, je crois, chez les Clippers, mais là, il a une nouvelle équipe. PJ Tucker? Non, pas PJ Tucker, mais quelqu'un qui a fait les deux équipes de Los Angeles, d'ailleurs. Ah ouais Qui est bon, qui a fait des fils NBA, qui a fait des triples-doubles, qui a eu un MVP, qui est... Harden? Non, mais... Attends. Un autre. Ah, Westbrook, je suis bête. Exactement, c'est Westbrook, tout à fait. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.